nouvelle édition de La Vie, la mer. Ravi, une fois de plus, d'animer cette émission à tes côtés. Nathalie Mercier-Perrin, la présidente du cluster maritime français. Bonjour Patrice, ça va? Toujours moi. Et puis, deuxième intervieweur de renom, Alors Alain Blanchard, le délégué général de l'ANEL. Salut! Mais bien, très content d'être là. L'ANEL, l'Association nationale des élus des littoraux. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et alors, sincèrement? Oh là! Oh là 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 là. Si je te donne un prénom, est-ce que tu es capable de donner un nom? Si je te dis Jacques, tu me réponds? Rougerie. Oh, la légende, la légende. Mais il y a Jacques Picard, il y a Jacques Cousteau, il y en a. Eh bien justement, il y a des noms qui ont embarqué des générations entières vers le large. J'ai encore le temps. Jacques, encore le temps peut-être? Non. Jules Verne qui nous a fait voyager 20 000 lieues sous les mers. Éric Tabarly qui a donné un visage moderne à l'aventure maritime, et beaucoup d'entre nous se souviennent encore de l'épopée du commandant Cousteau qui a révélé au grand public la beauté, mais aussi la fragilité des océans. En fait, ces figures, elles ont ouvert des horizons, et puis elles font naître aussi des vocations et des destinations. Destination cœur, j'ai envie de dire avec toi. Elles ont transformé le rêve en exploration, puis l'exploration en innovation. Dans cette digne lignée entre imaginaire et science, entre poésie et recherche, nous recevons aujourd'hui, oui, la légende, Jacques Rougerie. Architecte océanographique, membre de l'Académie des Beaux-Arts, explorateur du monde marin et bâtisseur d'horizons nouveaux. Tu sais qu'on en a besoin aujourd'hui. Depuis plus de 40 ans, tu imagines des architectures inspirées du vivant, pensées pour dialoguer avec la mer plutôt que de la dominer. Là où d'autres voient une limite, toi tu vois un territoire d'avenir. Et là tu portes bien le nom de notre émission, La Vie, la mer. Là où certains redoutent les profondeurs, tu y vois un espace d'habitat, de connaissance et encore plus d'innovation. À travers la fondation qui porte ton nom, tu mobilises de jeunes talents du monde entier pour relever les défis de la montée des eaux et de la préservation des écosystèmes et de l'adaptation des territoires littoraux. Aujourd'hui, nous n'entrons pas seulement ensemble, tous les trois, dans ton interview, nous embarquons ensemble dans la vision de Mérien. Et peut-être de découvrir au fil de cet échange, qui va être une conversation une fois de plus, mais ô combien aujourd'hui légendaire, que nous sommes en fait un peu tout ça, et peu de choses en même temps. On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous pour La Vie, Jacques Rougerie. Un immense merci à toi pour ces mots qui, en toute sincérité, tu le sens dans ma voix, tu vois, qui a diminué, qui m'émeut. J'ai la simplicité de le dire. C'est très joli tout ce que tu as dit. Voilà. Donc je suis un mérien, c'est vrai, un homme du monde sous-marin, de cet univers qu'on connaît très peu, que j'ai découvert grâce à Cousteau, grâce à ce qu'il nous a apporté, et grâce à cette vision que j'ai eue dès mon enfance, tout petit, alors que mes copains faisaient des cabanes dans les arbres. Moi, je n'avais de cesse que de faire des cabanes sous la mer. Pourquoi cette idée qui peut paraître saugrenue, alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas la première maison sous-marine. Cousteau n'avait pas encore réalisé. Et moi, je voulais absolument faire ces cabanes sous la mer. Et j'ai eu la chance, grâce à Cousteau, grâce à son imaginaire, grâce à l'action qu'il a eue dans les hommes sous la mer et les femmes sous la mer, mais à ces maisons sous-marines, j'ai été entraîné dans cette exploration, dans cet univers qui m'a porté dans mes rêves. Et Dieu sait que j'en ai et que je continue à en avoir jusqu'à la fin de mes jours, j'espère. Mais je suis un rêveur, comme j'aime bien dire, très pragmatique. Je suis un pragmatique, il ne faut pas s'y tromper, mais un grand rêveur. Donc quand j'avais 20 ans, ça m'énervait qu'on me dise que j'étais un grand rêveur alors que j'étais un pragmatique, parce que bâtir, avoir des rêves, c'est bien que ce soit petit. Il n'y a pas d'échelle de rêve, mais savoir les construire, c'est merveilleux. C'est comme un sportif de haut niveau, il bâtit ses rêves, d'arriver à être au niveau qu'il veut. Donc il faut savoir aussi les limites de ce qu'on est capable de faire ou pas. Quand on veut être musicien
Je voulais être musicien, pour tout vous avouer. Et j'ai vite compris que je pouvais épater mes copines, mes copains, mais je voulais taper haut. J'ai toujours cette ambition, je le reconnais. Je suis très ambitieux dans mes rêves. Voilà, donc je me suis orienté dans un monde merveilleux qui est comment bâtir ce futur que tu viens de décrire. Et on est en plein dedans aujourd'hui. Et les jeunes sont dedans. Voilà. Pourquoi Mérien? Pardon? Pourquoi Mérien? Parce que... Non, moi je suis terrien. Voilà, qui est terrien, qui est Mérien? Ça te voit. Les deux. Mais, Non, t'as l'âme un peu de... T'es un cousin, alors, on va dire. Non, t'es un cousin lointain, parce que... Je vais expliquer pourquoi, Mérien. J'ai eu la chance de connaître Tabarly. J'ai eu la chance de connaître plein de navigateurs connus, que vous connaissez bien sûr. Je préparais les bateaux avec eux, mais j'étais un mauvais marin. J'étais pas un bon marin, parce que je voulais toujours aller en dessous, moi, sous l'eau. Voilà. Et un marin, c'est une philosophie à travers les siècles, à travers les civilisations. C'est un comportement, c'est une tribu qui s'identifie, qui voit l'horizon, et l'horizon leur porte un imaginaire, et des chants, enfin, ainsi de suite. Ils ont guerroyé ou pour l'économie ou le plaisir, comme Tabarly, le plaisir sensoriel de la mer. Mais la mer, pendant tous ces siècles, un homme qui tombait à la mer, c'était un homme mort. Et pourtant, on a continué à être fasciné par cet horizon lointain et cette mer comme un feu d'une cheminée qui miroite et qui vous accompagne à travers la lumière du ciel qui se miroite dessus, qui vous accompagne dans cet imaginaire. Un mérien, c'est tout à fait autre chose, parce que vous êtes dans un univers en 3 dimensions. Donc déjà, le corps se déplace comme un astronaute, vous voyez, et la perception des sens sont complètement différents. L'ouïe, l'odorat, tout, le toucher, tout est différent sous l'eau, vous voyez. Donc, ça vous entraîne dans cet imaginaire qui est autre. Et du coup, c'est pour ça que je dis, mince, on est là, j'ai eu la chance, c'est ça l'avantage de l'âge, d'avoir tout ce parcours depuis que Cousteau, dans les années 60, a fait ses maisons sous-marines, d'être moi-même plongeur, d'être entraîné dans l'aventure Cousteau. Et ça devait être un nom d'une tribu qui était en train de naître. Donc ça ne pouvait pas être des marins, parce que d'abord, c'était une question de respect vis-à-vis des marins. Ils avaient bâti ça à travers les siècles, alors que nous, c'était naissant. Donc... voilà, c'est pour ça que j'ai appelé les Mériens. J'ai trouvé ce nom, d'ailleurs, qui ne plaisait pas forcément à Cousteau. Est-ce qu'il te plaît ce nom moi, il me plaît beaucoup et on l'utilise à la MEL régulièrement, mais pas forcément dans la même acception que vous. Alors moi, on a cité Tabarly, qui avait une phrase un peu désabusée en disant pour les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils remontent de la plage. Et vous-même qui avez mis quelques gouttes d'eau, je crois, dans votre pommeau d'épée d'académicien, c'est un souvenir de ce que vous aviez dit, parce que j'ai eu l'occasion déjà de vous entendre. Moi, je voulais savoir pourquoi est-ce que les Français sont aussi peu attirés vers la mer, ou en tout cas ont trop peu conscience, et on l'a souvent dit même dans cette émission, de ce qu'est la mer et de ce qu'elle peut leur apporter. Quelle vision vous avez de ça ? Ben, c'est vrai ce que vous dites. La mer, d'abord, il y a eu tous ces marins, hein, donc eux, ils avaient une certaine vision, mais par rapport à l'ensemble de la population terrestre, ça ne représentait pas grand-chose. Même quand on voit la Bretagne, les Bretons, bien sûr, il y a les côtes, mais vous avez le cœur de la Bretagne, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Bretagne, des bons terriens, qui n'étaient pas des marins. Donc les populations étaient craintives par rapport à la mer. C'est les tempêtes. Regardez les maisons en Bretagne, n'avaient pas de fenêtres face à l'ouest. Maintenant, on fait des grandes baies vitrées parce que la technologie les permet. Et qu'est-ce que c'est beau de voir la mer et ses tempêtes. Moi, j'adore voir ces tempêtes. Alors, pour répondre à votre question, ça s'est fait grâce à Tabarly. Donc, on a eu un autre regard quand même sur la mer. Et puis, il y a toujours une crainte. Et puis, en bas, c'est chaque fois que vous sortez un poisson de la mer, à travers les siècles, c'était un poisson qui était gris. Vous voyez, quand il était mort. Et puis, un homme qui tombe à la mer, comme je disais, était un homme mort. Donc, il y avait un contentieux très fort. Et donc, ça faisait peur, le dessous. Mais la fascination était là. Donc, quand il y a eu les congés payés, on commence à mettre les pieds un peu dans l'eau, tout habillé quasiment. Les femmes avaient des robes longues et elles mettaient à Deauville. Mais voilà. Et maintenant, les jeunes,
depuis une trentaine d'années, c'est d'abord la plongée, accessible à beaucoup plus de gens, hein, pas uniquement des professionnels. C'est le windsurf, c'est le surf, tout ce qui est glisse, c'est le sensoriel. Donc, moi, quand j'étais en Bretagne, j'allais en Bretagne en février, en plein mois de février ou mars, peu importe les mois, mais de tempête. Il n'y avait personne sur la mer. Un pêcheur ne sortait pas. Aujourd'hui, moi, je vois chez moi en Bretagne, il y a une tempête, vous avez des jeunes, et ce n'est pas des kamikazes. Donc, il y a un côté sensoriel, psychologique, philosophique, qui fait qu'il y a un autre rapport à la mer. Alors maintenant, pourquoi il n'y a pas encore un autre intéressement, et je crois que c'est là le sens de votre question, pourquoi il n'y a pas un intéressement plus important, enfin pas plus important, il n'y a pas de comparaison, c'est idiot ce que je dis, mais pourquoi il n'y a pas un basculement de notre société en disant mais la mer, c'est quand même l'économie bleue de demain, c'est les startups, c'est la connaissance, c'est l'exploration, c'est voilà. Et ça, c'est la vraie question qui se pose. Mais je crois que vous avez un rôle prédominant avec le cluster maritime. Je crois qu'il y a eu depuis justement que vous avez fait One Ocean Summit à Brest, il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Voilà, il y a eu Lisbonne, il y a eu l'UNOC. Bon, c'est pas ça encore, mais les industriels commencent, grâce justement au travail que vous faites, commencent à se penser que l'économie de demain, il faut la jouer d'une autre façon qu'avant, évidemment, par rapport au débat. Parce que je sais ce que certains jeunes pourront dire, attention à l'environnement, bien sûr, mais le génie humain fait qu'on est capable de trouver des solutions en développant des économies fortes. Et il faut des économies fortes pour faire l'exploration des océans. Et il faut des économies fortes pour faire ces rêves dont je parle. Si on vient sur les mériens, finalement, si on sort de l'Hexagone, moi souvent ici on parle évidemment de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Alors je sais qu'Alain complétera parce qu'on a des préoccupations communes sur le changement de trait de côte, mais sur la montée des eaux. Mais moi, si je me focalise juste sur la montée des eaux, on a déjà dans le monde des peuples de mériens, c'est-à-dire des gens, notamment en Asie, qui vivent depuis des années, voire des siècles, sur l'eau. Sur l'eau. Et donc, on peut évidemment dire... les peuples de la mer. Absolument. C'est vrai qu'avec la montée des eaux en Polynésie ou ailleurs, on risque peut-être de devoir basculer sur une géographie de ce type-là. C'est intéressant de votre témoignage, notamment sur la définition du mérien, parce que finalement, sur cette planète, on n'est plus en science-fiction, on est déjà en réalité. Mais complètement, mais c'est très important ce que vous dites, parce que justement, c'est une de mes grandes passions, c'est un de mes grands rêves, d'entraîner certains jeunes, ceux qui voudront bien, architectes, ingénieurs, océanographes, à essayer de trouver des solutions à travers ma fondation. Mais vous parlez de ces peuples de la mer. Mais il y a une multitude J'ai eu la chance pour l'UNESCO, j'ai fait une étude il y a très longtemps sur les peuples de la mer. Donc j'ai parcouru le monde pour aller voir ces peuples de la mer, pour voir comment ils vivaient en osmose, en autarcie. Vous avez les Bajau aux Philippines. Il y a 6 millions à 10 millions d'individus qui vivent sur l'eau en autarcie. Et ils vivent, mais ils sont heureux. Voilà, alors vous avez les Moken en Birmanie, vous avez des tas de peuples en Indonésie, vous avez au Vietnam, ainsi de suite. Donc c'est vrai, et en Afrique, vous avez Gambier qui est sur l'eau, au Bénin, au Mexique aussi. Donc c'est parce qu'ils ont créé une culture... il y a Venise, évidemment. Amsterdam, parle-moi, mais Venise, moi, je suis un amoureux de Venise, donc c'est évident. Voilà, qu'on construit leur culture, leur civilisation, leur économie propre, avec la mer. Et les Hollandais sont les plus en avance sur les sujets que vous venez de souligner. Voilà, donc de jouer avec la mer. On ne peut pas s'opposer à la mer, vous l'avez dit. On ne s'oppose pas à la mer, c'est aberrant. Donc le génie humain, il faut se baser sur Léonard de Vinci, c'est entre autres, et puis sur tout ce qui se fait à travers les technologies actuelles. On peut trouver des systèmes qui permettent de composer avec la mer. Voilà. Mais il faut une certaine philosophie, c'est un état d'esprit. Jusqu'à maintenant, on s'est opposé, enfin, nos peuples à nous, alors que les autres ne se sont pas opposés, les Bajau, tout ça. Au contraire, ils composaient avec la mer. Mais je crois qu'on est dans cet état d'esprit. Les jeunes sont dans cet état d'esprit. Alors, certains voudraient que, on ne développe pas la science
et on ne développe pas l'industrie, moi, je ne suis pas un ayatollah, je n'ai pas la vérité, mais ça me paraît être aberrant. Mais c'est ma vision, je ne veux pas l'imposer. Mais il est évident qu'il faut développer la science. Et grâce à l'IA, c'est fabuleux comme outil. Mais il faut dominer l'IA d'une certaine façon et pas se faire dominer par l'IA et savoir vraiment bien l'utiliser. Moi, j'adore justement jouer avec l'IA qui m'accompagne d'une façon merveilleuse dans toutes ces données. Parce qu'il y a de plus en plus de données, il faut savoir les intégrer, les gérer et trouver les codes pour discuter avec les différentes disciplines. Donc tout ça pour dire, je crois qu'on est, enfin c'est pas vous, j'enfonce des portes ouvertes, on est à un moment charnière de notre civilisation. Il y a un basculement qui va aller très vite. L'IA va encore plus créer ce basculement. Il y a ces réalités qu'on vit d'une façon dramatique aujourd'hui, que vous connaissez autant que moi, à travers le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est autre chose. Il y a un espoir. Vous savez, c'est des tempêtes. Il y a toujours eu des tempêtes sur la Terre à travers les siècles de guerre et ainsi de suite, ou de famine. C'est une tempête qui est extrêmement violente en ce moment. Mais après la tempête, il y a toujours du calme. Tous les marins le savent. Donc si on ne sait pas affronter la calmie, donc il faut être un rêveur mais pragmatique. Pourquoi ? Ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas comme ça que je lance ça. Il faut voir toujours la vérité. Toujours ce qui se passe, toujours affronter la vérité. C'est comme un sportif de haut niveau, il affronte toujours. Un marin, il affronte toujours la réalité de ce que représente la mer. Comme un chef d'entreprise. Mais exactement, voilà. Bravo, voilà. Absolument. Nos jeunes, d'ailleurs c'est le moment de passer à la rubrique des jeunes. La vie, la mer, les jeunes avec Valentina. Bonjour. Alors, pensez-vous que les générations à venir verront réellement apparaître de nouvelles formes d'habitat tournées vers la mer ? Et dans le même sens, selon vous, l'avenir de l'exploration humaine devrait-il davantage se tourner vers l'océan et l'habitat en mer plutôt que vers l'espace ? Ah non, pas du tout. Alors attention, non, il ne faut pas faire un amalgame. L'espace, la conquête spatiale est extraordinaire. Pour des tas d'abord la connaissance de l'univers, la connaissance d'où on vient, c'est fondamental pour la science, c'est fondamental pour créer des espoirs de continuité dans l'évolution de l'humanité. Donc un jour, il va falloir quitter la planète, dans un jour très lointain, bien sûr, mais on s'y prépare d'une façon inconsciente. Donc très vite, aller sur l'eau, attention, aller sur l'eau, vivre sur l'eau, on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit fait avec une certaine philosophie et ce n'est pas une contrainte. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Voilà, aller sous la mer, vivre sous la mer, c'est autre chose. Il faut être passionné, être un marien, mais définitivement, je ne crois pas. On vivra, enfin, je ne suis pas capable de l'imaginer. Ça, c'est de l'utopie. Moi, je ne fais pas de l'utopie, je fais de la prospective. Mais par contre, momentanément, pour le plaisir d'aller... Moi, j'ai eu la chance de faire 71 jours sous la mer, dans une maison sous-marine aux États-Unis. J'ai fait 13 expériences d'habitat sur mer. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de vivre sous la mer d'une façon continue, c'est-à-dire, en sortant de la maison sous-marine, en revenant. Vivre, comme vous l'avez dit, en contact avec la mer et tout, votre génération et génération d'après, je crois qu'il y a un engouement, il y a une passion, il y a une vision qui va apporter des tas de choses. D'abord, le bien-être, sensoriel, comme je dis, c'est l'essence avant tout, c'est l'émotion, mais aussi professionnel. Ça va vous amener plein de connaissances, plein d'économies, plein de monde à développer. On est au balbutiement, on est devant la porte de nos cavernes. Hein. Nous sommes l'homme de Cro-Magnon. En réalité, ce n'est pas la fin de l'évolution de l'humanité, on est au démarrage de l'humanité. On n'est pas à la fin, et de très loin. L'humanité pour cette évidemment. Merci Valentina, merci beaucoup. Vous avez plein d'espoir et on compte sur vous parce que c'est vous maintenant qui nous montrez le chemin vers quoi il faut tendre. Quelle belle phrase. Elle est de retour sur le plateau, il est de retour sur le plateau. Nathalie. Oui, Jacques, 71 jours sous l'eau. Mais comment, quand on remonte, est-ce qu'on se sent désœuvré ? Est-ce qu'on se Jacques désœuvré. Non, mais quand on est claustrophobe. Alors comment ça se passe Qu'est-ce qu'on fait Oui, 71 jours. Qu'est-ce qu'on s'ennuie et tout. Non. Écoutez, demandez aux hommes et aux femmes de l'espace. Demandez à Sophie, là, en ce moment, si elle s'ennuie là-haut dans l'espace. Mais vous savez ce qu'elle va dire quand elle va revenir ? Je vous donne mon billet.
Elle va dire ce que tous les astronautes, quasiment tous, ont dit. Quand est-ce que je repars ? Vous savez, quand j'ai passé ces 61 jours, mais vous ne pouvez pas imaginer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bonheur que c'est. C'est-à-dire, d'abord, c'est un rêve d'enfant. Ça vient de très loin. Vous êtes préparé psychologiquement, physiquement, bien sûr. On ne va pas du jour au lendemain faire une expérience de 71 jours sous la mer. J'avais fait d'autres expériences avant avec la COMEX. Voilà, dans Chalupa, d'abord, dans Aquarius, dans Hippocampe, la maison sous-marine que j'avais fait avec Henri Germain Deloz, qui était le grand patron de la COMEX. Donc voilà, c'est extraordinaire. Et quand vous arrivez à la fin, les 3 derniers jours, vous savez ce qui se passe ? Une sorte de nostalgie, tout l'équipage. Et comme vous êtes entraîné pour pas trop donner d'émotions, pour pas déstabiliser, parce que vous avez des coups de blues, forcément. Votre famille vous manque. Des fois, certains, c'est la petite copine ou le petit copain. On reste des humains, même si on est bien préparé à tout point de vue. Mais quand moi, je suis arrivé, je suis sorti de la maison sous-marine, donc on était en mer, le bateau, et depuis 3 jours, j'étais dans mon cocon, et chacun, on sentait bien, mais on n'osait pas poser de questions. Et quand je suis arrivé sur le sol, d'abord, ce qui m'a un peu comme Tabarly, c'est tous ces journalistes qui sont là. Mais la seule chose, si on vous pose une question, mais quand est-ce que je repars ? Et je me suis entraîné tout de suite pour repartir. Demandez à Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite ? Je repars une deuxième fois. Je repars et il donne son sentiment de beauté. Et j'imagine que vous partagez le même. Mais on partage. Et puis les animaux ne se comportent pas du tout pareil. Donc c'est la biodiversité sans la présence humaine en permanence. Et le fait d'avoir de sortir sous l'eau, vous ne remontez jamais à la surface, bien sûr, mais de sortir 5 heures par jour, c'est ça la force d'un habitat pressurisé. Donc, on vit à la pression de la profondeur, donc 25 mètres, c'est 3,5 barres. Et vous sortez, vous avez ces animaux, vous faites vos travaux sous-marins, l'ergonomie ou les expériences médicales. Mais c'est fabuleux, c'est difficile à partager quand on ne l'a pas vécu. Oui. Vous voyez, c'est très, très, très difficile. Et puis le rythme à l'intérieur, on ne dort pas pareil. On est dans un autre univers, une autre planète, on est autre part. C'est comme tous les marins qui partent en mer. Quand vous avez le trait de côte dont vous parliez tout à l'heure, et que vous voyez plus ce trait de côte, mais moi qui ne suis pas vraiment un grand marin, c'est que du bonheur. Elle est magnifique parce qu'il y a un sujet qui évidemment est au cœur des enjeux pour les élus des littoraux. C'est justement ce trait de côte et cette vie sur le littoral. Donc on remonte à la surface, mais il y a un peu de vision manichéenne qui s'oppose avec le recul du trait de côte, avec les effets du changement climatique. Est-ce qu'il faut défendre absolument les côtes ou est-ce qu'il faut au contraire laisser la place à la mer de revenir ? Je voulais avoir votre avis. Est-ce que l'homme a encore sa place sur les littoraux ? Non, mais... Ça, c'est des questions. C'est question courte. Oh là là. La question qui fâche. Mais bien sûr, plus que jamais. Donc, c'est une réponse qui me va bien. Le génie humain et le rêve des hommes et des femmes, c'est d'être de plus en plus dans un avenir en relation avec cette mer qui nous a tant fait rêver, qui va encore nous faire encore plus rêver et qui nous apporte tellement cet océan planétaire. Mais non, mais c'est l'inverse. On trouvera les solutions. Alors des fois, il faudra peut-être être sage, laisser faire, et puis d'autres fois, composer avec la mer. Et le génie humain, on trouvera les solutions, et on fera comme les peuples de la mer. On trouvera les solutions. Ils les ont trouvées, pourquoi nous, on ne les trouverait pas ? Voilà. Nathalie, merci infiniment. Alain, merci également. Merci Jacques. Le mot de la fin. Mais je pense qu'il n'y a jamais de fin avec toi. Est-ce qu'il y a des mots ? Oui, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu des moments de partage très forts, de simplicité, de proximité humaine, de volonté et d'un optimisme comme jamais. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui te va si bien, mon cher Jacques. L'homme est ce qu'il fait, et tu fais beaucoup. Merci. Merci à vous. Mais croyez à la jeunesse, c'est très important. Accompagnez-les, il faut les croire. Cette jeunesse, elle est capable de nous accompagner, d'accompagner le futur. Et non, c'est très important. Écoutez, il faut les écouter.
C'est une très belle conclusion et c'est ce qu'on gardera aussi de cette interview, de cet échange. La jeune génération est là. Cette terre et cette planète est pour elle. Et elle est formidable. Elle est formidable et on croit en eux. Et je pense qu'entre le rêve et la réalité, puisqu'on travaille toujours en réalité, vous l'avez très bien dit, Jacques, l'avenir nous appartient et leur appartient évidemment. Merci. C'est très bien dit. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous accompagne.